Bonjour Abyss. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez poussée du marché cosmétique européen. Bonjour Abyss. Oui, l'idée c'est vraiment de décrypter ce qui nous attend pour 2025. Exactement. Quelles sont les tendances clés et surtout quelles sont les erreurs, les erreurs classiques à éviter quand on crée sa marque, que l'on débute ou qu'on soit déjà lancé d'ailleurs. Et on s'appuie sur pas mal de choses, des rapports de marché comme ceux de Cosmetics Europe, des analyses de tendances type McKinsey et puis des retours d'expérience. Et pour planter le décor, quelques chiffres qui donnent le vertige. Le marché européen, c'était 95,7 milliards d'euros en 2023. Oui, avec une croissance de plus de 8,6% par rapport à l'année d'avant, c'est énorme. Et la dépense moyenne par habitant, c'est 169 euros en Europe et même 202 euros ici en France. Un marché hyper dynamique donc. Hyper dynamique mais très exigeant. Il y a des pièges assez fréquents pour les nouvelles marques. Justement, parlons-en. La première erreur qui revient souvent, c'est sur la qualité et la sécurité du produit, non? Ah oui, clairement. Négliger la qualité des ingrédients, le sourcing, zapper les tests de stabilité et de tolérance cutanée, c'est la base. Mais parfois, Parfois, on veut aller trop vite. voilà. Et les conséquences peuvent être désastreuses. Produits inefficaces, voire dangereux, réputation ruinée, problèmes réglementaires. Et ça mène souvent à une autre erreur, le positionnement. Un message flou, une mauvaise lecture du marché. Exactement. C'est difficile de sortir du lot si on n'a pas une proposition de valeur claire, une vraie différenciation. Il faut comprendre sa cible, les tendances. Sinon, on reste invisible. Et la concurrence est rude, j'imagine. Très rude. Et puis, il y a la conformité réglementaire, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Le fameux règlement européen 1223-2009. Oui, mais pas seulement. Il y a aussi des règles spécifiques, comme l'étiquetage obligatoire dans la langue locale. En France, c'est le français, point. Et la justification des allégations. On ne peut pas raconter n'importe quoi sur l'efficacité. Le règlement 655-2013 encadre ça. Tout à fait. Ignorer ça, c'est s'exposer à des amendes, des rappels de produits. La confiance, une fois perdue, c'est très dur à regagner. Sans oublier la cosmétovigilance, en France, ce système pour remonter les effets indésirables. Faut l'avoir en tête dès le début. Et enfin, le nerf de la guerre, l'argent. La gestion financière, le classique, sous-estimer les fonds nécessaires pour le marketing, le stock, la R&D. C'est une erreur fréquente. Et la gestion des marges, surtout quand on travaille avec des distributeurs. C'est crucial. Vendre en gros, le wholesale, ça peut paraître bien pour le volume, mais si la marge laissée par le distributeur est trop faible, ça devient vite intenable. On l'a vu avec Farsali qui a dû quitter Sephora, le modèle n'était plus rentable pour eux sur ce canal. Ok. Très clair sur les erreurs. Maintenant, regardons vers l'avenir. Les tendances pour 2025. Cette convergence beauté et bien-être, la wellness beauty, ça semble vraiment s'installer. Ah oui, c'est une lame de fond. On ne parle plus juste d'apparence, mais d'une approche globale. Santé mentale, sommeil, nutrition. D'où l'essor des ingrédients comme les probiotiques, les adaptogènes, les compléments alimentaires beauté, les appareils pour la maison. Et les grands acteurs comme Sephora ou Ulta Beauty aux US, ils y vont à fond. Ils investissent massivement, oui. C'est un créneau porteur. Autre tendance majeure, l'influence de la génération Z. Ils bousculent pas mal les codes, non? Complètement. Pour eux, c'est l'efficacité, la valeur, l'authenticité qui priment. Ils sont très informés, ils font leurs recherches avant d'acheter. Fini le marketing un peu trop lisse, quoi. Voilà, ils veulent de la transparence, de la diversité, de l'engagement sur la durabilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils influencent les habitudes d'achat des autres générations. Et malgré leur côté très digital, ils aiment toujours l'expérience en magasin? Oui, le magasin physique reste super important pour eux pour découvrir, tester, vivre une expérience. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Intéressant. En parallèle, on voit aussi une tendance à la premiumisation, une montée en gamme et le segment luxe qui explose. Oui, le luxe cosmétique a un potentiel de croissance énorme. Certains parlent de plus 20% par an. Les consommateurs recherchent de l'exclusivité, des produits d'exception, du sur-mesure, des expériences uniques. Et la durabilité. On en parlait pour la Gen Z, mais c'est une attente générale maintenant, j'imagine. C'est devenu un prérequis. Ingrédients non controversés, formules naturelles ou clean, cruelty-free, ça c'est très fort en Europe. Emballage recyclé, recyclable, rechargeable. Avec des nuances selon les marchés, peut-être. Oui, par exemple, le cruelty-free est une exigence quasi absolue en Europe, alors qu'en Chine, l'accent sera peut-être plus mis sur l'origine naturelle des ingrédients. Mais globalement, la demande est là. Dernière tendance, la digitalisation et les canaux de vente. L'e-commerce continue sa percée. Oui, on prévoit une croissance d'environ 12% par an pour l'e-commerce beauté contre 7% pour les magasins spécialisés.
c'est net. Le social commerce, via TikTok ou Douyin en Chine, est aussi en plein essor. Et le D2C, la vente directe au consommateur? Ça se développe beaucoup, ça permet de maîtriser sa marge, sa data client, sa communication. Mais attention, comme on disait, le retail physique garde un rôle clé pour la découverte, l'expérience sensorielle. Prenons un exemple de succès fulgurant, Fenty Beauty. Qu'est-ce qui explique ce carton? Fenty a parfaitement compris et comblé un manque, l'inclusivité. Proposer enfin des teintes pour toutes les carnations, c'était révolutionnaire. Ajoutez à ça l'authenticité de Rihanna. Plus de 500 millions de dollars la première année, c'est ça? Incroyable, oui. Et ça a vraiment poussé toute l'industrie, y compris les marques européennes, à revoir leurs copies sur l'inclusivité. À l'inverse, on a vu des géants comme Revlon faire faillite en 2022. Dépassé, probablement un mélange, une image peut-être vieillissante face à l'agilité des nouvelles marques digitales et sans doute des difficultés à innover et à gérer la dette. Et on a cité Farsali et ses problèmes de rentabilité en wholesale. Ces cas montrent bien qu'il faut constamment innover, être agile et surtout avoir une gestion financière hyper rigoureuse. Les marges, c'est vital, rien n'est jamais acquis dans ces secteurs. Donc si on résume, pour réussir aujourd'hui, il faut une base solide. Qualité produit irréprochable et conformité réglementaire nickel, indispensable. Ensuite, bien comprendre son marché, les grandes tendances comme le bien-être, les attentes spécifiques des nouvelles générations comme la Gen Z, Absolument être à l'écoute. avoir une gestion financière vraiment sérieuse et enfin, cette touche d'authenticité, de sincérité dans la marque. C'est un très bon résumé. Le potentiel est là, mais l'exécution doit être parfaite. Et pour laisser nos auditeurs réfléchir, une dernière question, peut-être un peu plus philosophique. Au-delà des chiffres, des tendances, quelle histoire unique votre marque peut-elle raconter pour créer ce lien émotionnel fort et durable avec ses clients, dans ce marché qui bouge tout le temps? Excellente question pour finir. La connexion émotionnelle, c'est ce qui fait la différence au final.